Ma femme m'a ignoré pendant 22 jours alors que nous vivions sous le même toit. J'ai donc arrêté de la supplier, je l'ai bloquée et j'ai coupé tout contact au sein de mon propre mariage. 12 heures plus tard, elle s'est présentée à mon travail, sanglotant dans le hall. Je m'appelle Reed. J'ai 36 ans, et je suis un homme vivant à Denver, au Colorado, où le loyer est trop élevé, les matins sont froids la moitié de l'année, et tout le monde semble posséder de meilleurs équipements de randonnée que de vrais meubles. Je travaille comme analyste des opérations pour une entreprise de fourniture médicale près du Denver Tech Center, ce qui semble plus impressionnant que ça ne l'est à 7h40 du matin quand je réchauffe au micro-ondes le café de la veille et que je réponds à des courriels concernant des livraisons d'entrepôts retardés. La plupart de ma journée de travail est consacrée aux feuilles de calcul, aux appels des fournisseurs, aux problèmes d'inventaire, et à essayer de comprendre pourquoi une palette de gants d'examen s'est retrouvée à Salt Lake City au lieu de Colorado Springs. J'étais marié à ma femme Tessa depuis 6 ans quand tout cela est arrivé. Tessa avait 32 ans, était intelligente, drôle quand elle le voulait, et le genre de personne qui pouvait se lier d'amitié avec un caissier en moins de 2 minutes. Nous vivions dans une maison de ville en location de 2 chambres près d'Aurora avec un minuscule patio arrière, un garage rempli de boîtes que nous promettions sans cesse de donner, et un chat de refuge têtu nommé Miso, qui agissait comme s'il était le seul adulte de la maison. De l'extérieur, notre mariage semblait probablement bien. Nous payions le loyer à temps. Nous avions des tasses assorties d'un voyage à Est Park. Notre calendrier Google partagé avait autrefois des choses comme soirée en amoureux, cinéma en ville, et un marché fermier. Au moment où tout s'est effondré, ce calendrier ne contenait que des rappels de paiement automatique des factures, des rendez-vous chez le dentiste, les dates d'échéance du loyer, et un avis de l'association des propriétaires concernant les poubelles laissées dehors trop longtemps. Ce qui est étrange, c'est que notre mariage ne s'est pas effondré à la suite d'une énorme dispute. Il est d'abord devenu silencieux. Au début, je pensais que Tessa était fatiguée. Elle avait été stressée au travail et je savais qu'elle passait plus de temps sur son téléphone. Elle a commencé à me répondre avec un mot ou deux. Comment s'est passée ta journée? Bien. Tu veux du poulet ou des pâtes? Peu importe. Est-ce que ça va entre nous? Elle me regardait comme si j'avais posé la question la plus épuisante du monde et disait, je n'ai pas l'énergie pour ça en ce moment. Alors, j'ai pris mes distances. Puis prendre ses distances est devenu la nouvelle norme. Elle a arrêté de s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a commencé à emporter ses eaux pétillantes, son ordinateur portable et son téléphone dans la chambre d'amis après le dîner. La chambre d'amis avait toujours été notre pièce de débordement. Il y avait un bureau bon marché, une vieille couette, un panier à linge plein de chaussettes dépareillées, et 2 bacs de rangement de décoration de Noël que nous n'avions jamais correctement étiquetés. En quelques semaines, c'est devenu la chambre de Tessa. Elle ne l'a pas annoncé. Elle a juste commencé à y dormir. La première nuit, j'ai frappé légèrement à la porte. Tess, quoi? Tu viens te coucher? Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, j'ai besoin d'espace. Je suis resté là dans le couloir, ma main toujours sur le cadre de la porte, me sentant stupide. D'accord, ai-je dit. Tu veux qu'on en parle demain? Pas de réponse. Le lendemain matin, j'ai gratté le givre de mon pare-brise avec une carte de fidélité King Soopers expirée parce que je ne trouvais pas le vrai grattoir. J'ai conduit au travail à moitié éveillé et j'ai passé toute la journée à rejouer ce silence dans ma tête. Je me suis dit de ne pas être dramatique. Les couples traversaient des périodes difficiles. Les gens avaient besoin d'espace. Peut-être qu'elle était dépassée. Peut-être que j'avais manqué quelque chose. Alors, j'ai essayé d'être utile sans être envahissant. J'ai préparé le dîner. J'ai acheté le lait d'avoine qu'elle aimait. J'ai changé le filtre de la climatisation parce qu'elle avait mentionné que la maison semblait poussiéreuse. J'ai nettoyé les comptoirs de la cuisine, sorti les poubelles, payé la facture d'électricité, et lui ai laissé les restes dans le frigo sans en faire toute une histoire. Parfois, je vérifiais si elle avait mangé en remarquant si le contenant était passé de l'étagère du haut à celle du milieu. Voilà à quel point c'était devenu triste. J'utilisais des preuves de réfrigérateur pour savoir si ma femme acceptait encore de la nourriture de ma part. Un soir, j'ai préparé du saumon, du riz et des légumes rôtis. Rien de sophistiqué, juste le genre de dîner que nous avions l'habitude de manger en regardant de mauvaises émissions de rénovation de maison.
J'ai frappé à la porte de la chambre d'amis. J'ai fait à manger, ai-je dit. Sans pression. C'est sur la cuisinière. Elle a ouvert la porte juste assez pour que je puisse voir un œil, son téléphone à la main, la pièce derrière elle sombre, à l'exception de la lueur de l'ordinateur portable. Je n'ai pas faim. D'accord. Tu veux que je t'en garde? Fais ce que tu veux, Reed. C'est devenu l'une de ses phrases préférées. Fais ce que tu veux. Sauf qu'elle ne le pensait jamais. Si je posais une question, je la pressais. Si je ne demandais rien, je la négligeais. Si j'essayais de parler, je ramenais tout à moi. Si je restais silencieux, je prouvais que je m'en fichais. Le pire, c'était à quel point son langage était devenu poli. Tu dois respecter mon processus émotionnel. Je ne suis pas responsable de la régulation de ton inconfort. Tu centres ton besoin d'accès sur mon besoin de sécurité. Je ne me moque pas de la thérapie. Je crois en la thérapie. J'avais suggéré la thérapie plus d'une fois, mais cela ne ressemblait pas à Tessa essayant de guérir. Cela ressemblait à Tessa lisant un script où j'avais déjà été choisi comme le problème. Un mercredi soir, je l'ai trouvée assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Il y avait 3 canettes d'eau pétillante à moitié finies sur le comptoir, toutes de saveurs différentes, parce que Tessa avait l'habitude d'ouvrir des boissons et de les oublier. J'ai dit doucement, pouvons-nous parler pendant 10 minutes? Elle n'a pas levé les yeux. À propos de quoi? De nous. Elle a expiré par le nez. Pas tout à fait un rire, pire. Je savais que ça allait arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne supportes pas de ne pas avoir le contrôle. Je l'ai regardé fixement. Tessa, je demande une conversation. Non, dit-elle, me regardant enfin. Tu me demandes d'offrir une disponibilité émotionnelle parce que tu es mal à l'aise avec les conséquences. Je me souviens être resté là dans notre cuisine étroite avec le lave-vaisselle qui bourdonnait, le chat se frottant contre ma jambe, et pensant, quand ma femme a-t-elle commencé à me parler comme une politique de service à la clientèle? Je n'ai pas crié. Je n'ai rien claqué. J'ai juste dit, je ne comprends pas ce que j'ai fait. Elle a eu l'air presque satisfaite quand j'ai dit ça. Tu devrais déjà le savoir. Cette phrase m'a suivi pendant des jours. Au travail, j'ai oublié mon café dans le micro-ondes 2 fois. Jonah, mon collègue et probablement ce que j'avais de plus proche d'un ami de bureau, l'a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. Jonah était assis dans le bureau en face du mien et avait récemment vécu une rupture difficile. Il avait les yeux fatigués d'un homme qui avait survécu à 6 mois d'essai pour raisonner quelqu'un qui aimait déplacer la ligne d'arrivée. Il s'est approché un après-midi en tenant ma tasse. « Ton café tourne là-dedans depuis 40 minutes, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux vers lui. Merci. Ça va? Ouais. Il m'a jeté un regard. J'ai soupiré. Des problèmes de mariage. Ah, a-t-il dit. Le genre où tu veux des conseils ou le genre où tu veux que je fasse semblant de ne rien savoir? Je n'ai pas demandé. Le deuxième. Respect. Il s'est éloigné, mais pas avant de poser ma tasse sur mon bureau comme s'il rendait une pièce à conviction. À la 3e semaine, la maison de ville ressemblait moins à un foyer qu'à une salle d'attente où personne n'appelait jamais votre nom. La télévision était allumée la plupart des soirs juste pour couvrir le silence. Tessa mangeait dans la chambre d'amis. Son téléphone était toujours face contre table quand elle entrait dans les espaces communs. Elle a commencé à fermer son ordinateur portable quand je passais. Le 22e jour, je suis rentré tôt. C'était l'un de ces après-midi froids de Denver où le ciel avait l'air pâle et plat et le vent transperçait ma veste sur le parking. Je me suis arrêté dans un restaurant thaï que nous aimions bien et j'ai acheté des plats à emporter. Du pad see ew pour elle, du curry vert pour moi, des nems à partager. Je savais que c'était probablement stupide, mais j'avais ce petit espoir que peut-être, si j'arrivais calmement avec de la nourriture, sans accusation, nous pourrions nous asseoir et repartir à zéro. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, la maison était plus chaude que d'habitude. Miso était assis dans l'entrée comme s'il avait attendu pour déposer une plainte. J'ai posé le sac en plastique sur le comptoir de la cuisine et j'ai entendu Tessa rire. Pas un rire poli, un vrai rire. Ça venait de la chambre d'amis. Je me suis figé parce que je n'avais pas entendu ce son de sa part depuis des semaines. La porte était presque fermée mais pas verrouillée.
Je n'essayais pas de me faufiler. J'ai marché dans le couloir pour lui dire que le dîner était là et c'est à ce moment-là que j'ai entendu mon nom. Une voix de femme depuis l'ordinateur portable a dit « Alors, il essaie toujours ». Tessa a ri de nouveau. Oh, constamment. C'est triste, honnêtement. Ma main s'est arrêtée à quelques centimètres de la porte. Une autre voix a dit « Ça veut dire que ça marche ». Il est presque dressé. Tessa a dit « Ouais, il va bientôt craquer ». Il déteste ne pas savoir où il en est. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Je me souviens de l'odeur de la nourriture thaïlandaise derrière moi. Je me souviens de la clochette du collier de miso qui tintait alors qu'il passait à mes pieds. Je me souviens avoir regardé la moquette beige dans le couloir et remarqué un petit fil qui se détachait près de la plainte. Il va bientôt craquer. Pas il souffre. Pas je ne sais pas quoi faire. Il va bientôt craquer. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir. Tessa a levé les yeux si vite qu'elle a failli renverser l'une de ses canettes d'eau pétillante. Son ordinateur portable était ouvert sur le bureau. J'ai vu 3 femmes dans de petits carrés vidéo avant qu'elle ne le claque pour le fermer. Son visage a changé instantanément. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle lancé sèchement. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Je suis rentré avec le dîner. Tu écoutais. J'ai entendu mon nom. Tu m'espionnais. J'ai failli rire parce que l'accusation était si immédiate, si répétée que pendant une seconde je me suis demandé si elle l'avait répétée. Non, ai-je dit. Je marchais dans le couloir. Qu'est-ce que tu voulais dire par « je vais bientôt craquer » Son expression s'est durcie. Je n'aurai pas cette conversation pendant que tu agis de manière intrusive. Tessa, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle s'est levée, croisant les bras. Tu viens de prouver ce que je disais. Quel point? Que tu ne respectes pas les limites. J'ai regardé l'ordinateur portable. Tu étais en appel en train de parler de moi comme si j'étais un chien que tu dresses. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je t'ai entendu. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Veux-tu rester marié avec moi? Elle a détourné le regard. C'était une question si simple. 6 ans de mariage, un loyer, des vacances en famille, une assurance commune, des listes de courses, des blagues privées, des trajets à l'aéroport, des courses pour des médicaments contre le rhume, tout cela tenait dans une simple question. Veux-tu rester marié avec moi? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a dit, cette réaction est exactement la raison pour laquelle j'avais besoin de distance. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Elle a cligné des yeux. D'accord, je ne vais pas te supplier de répondre. Je suis retourné à la cuisine, j'ai mis les plats à emporter dans le frigo, et je suis allé dans le salon. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé sous une vieille couverture grise qui sentait légèrement la lessive et le poil de chat. Miso a dormi près de mes pieds, me donnant parfois des coups de pied comme s'il était le propriétaire du canapé et que j'étais l'invité. À 12h18, mon téléphone s'est allumé. Un message de Tessa. Il était long, plus long que tout ce qu'elle m'avait envoyé depuis des semaines. Reed, ton comportement de ce soir a confirmé beaucoup de choses pour moi. Tu continues à centrer ton inconfort au lieu de prendre le leadership émotionnel. J'ai besoin d'un accès contrôlé jusqu'à ce que tu sois prêt à participer à un accord de réparation. Je ne récompenserai pas la négligence masculine par une disponibilité immédiate. Je l'ai lu 3 fois. Non pas parce que cela avait du sens, mais parce que cela ne ressemblait pas à ma femme. Tessa pouvait être acerbe quand elle était contrariée, mais elle ne parlait pas comme ça. Pas naturellement. Elle ne disait pas accès contrôlé. Elle ne disait pas accord de réparation. Elle ne disait certainement pas négligence masculine. On aurait dit que quelqu'un avait mis des conseils relationnels, du langage des ressources humaines d'entreprise, et un mauvais podcast dans un mixeur. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le courrier et mon téléphone sous mon épaule. La maison était silencieuse. La porte de Tessa était fermée. Il y avait 2 nouvelles canettes d'eau pétillante devant la chambre d'amis, une vide, une encore à moitié pleine. Je me suis habillé, j'ai nourri Miso, et je suis allé au travail. À 9h12, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Tessa.
C'était sa sœur aînée, Léora. Léora avait 39 ans, était pragmatique, protectrice, et pas facile à impressionner. Nous nous étions toujours bien entendus, mais elle était la sœur de Tessa avant tout pour moi. Son texto disait « Reed, je suis vraiment déçu. Tessa m'a dit que tu l'abandonnais émotionnellement et que tu la punissais pour avoir besoin d'espace. Elle ne va pas bien. Tu dois arrêter de faire de ça une question d'ego et prendre tes responsabilités. » Je me suis adossé à ma chaise. Mon Slack a sonné. Un superviseur d'entrepôt avait besoin d'une confirmation pour une expédition. Ma boîte de réception avait 12 courriels non lus. Quelque part derrière moi, Jonas se disputait avec le distributeur automatique parce qu'il avait pris son dollar et refusait de laisser tomber les bretzels. J'ai regardé le message de Léora et j'ai ressenti une fatigue que je ne peux pas entièrement expliquer. Tessa n'avait pas seulement cessé de me parler. Elle avait parlé de moi à d'autres personnes. Et à en juger par les termes de Léora, elle avait utilisé les mêmes phrases étranges. J'ai tapé, puis effacé, tapé à nouveau, puis effacé à nouveau. Finalement, j'ai écrit « Je suis désolé que tu sois inquiète. Je ne vais pas me disputer par ton intermédiaire. Tessa et moi devons discuter de notre mariage directement et respectueusement. » J'ai demandé cela à plusieurs reprises. Léora a répondu presque immédiatement. Elle a dit « Tu l'as acculé hier soir. » J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je ne l'ai pas acculé. Je suis rentré avec le dîner, je l'ai entendu parler de moi lors d'un appel vidéo, et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que je craquerais bientôt. Il n'y a pas eu de réponse pendant presque une heure. Puis Léora a envoyé « Je ne sais rien à ce sujet. » Bien sûr qu'elle ne savait pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout documenter. Pas parce que j'avais un grand plan. Pas parce que je voulais me venger. Parce que je me suis rendu compte que je perdais le contact avec la réalité. Chaque conversation avec Tessa se transformait en brouillard. Chaque tentative d'explication me faisait paraître sur la défensive. Chaque silence de sa part devenait en quelque sorte une preuve contre moi. J'ai donc ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai fait une chronologie. Jour 1, Tessa a déménagé dans la chambre d'amis. A dit qu'elle avait besoin d'espace. Jour 4, demandé si elle voulait une thérapie. Elle a dit que je la pressais. Jour 9, préparer le dîner. Elle a refusé de manger. A dit et fais ce que tu veux. Jour 16, demandé si nous allions bien. Elle a dit que je devrais déjà le savoir. Jour 22, entendu l'appel vidéo. Il est presque dressé. Il va bientôt craquer. J'ai pris des captures d'écran de chaque texto. Je les ai transférés à mon adresse email. J'ai téléchargé des copies sur un stockage en nuage. Je détestais faire ça. Cela donnait à mon mariage l'impression d'être un dossier, mais il y avait aussi un calme étrange à mettre des dates à côté des événements. L'effet ne guérissait pas la douleur, mais il lui donnait une forme. Ce soir-là, je suis rentré plus tard que d'habitude. Je me suis arrêté chez King Soopers et j'ai acheté des provisions dont nous n'avions pas vraiment besoin juste pour éviter d'entrer dans la maison. Le reçu était encore dans la poche de mon manteau quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Tessa était dans le salon. Ça m'a surpris. Elle était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, le téléphone à la main, la télévision en sourdine. Pendant une seconde, elle ressemblait à l'ancienne Tessa. Même chignon décoiffé, même sweatshirt trop grand, même petit pli entre ses sourcils quand elle réfléchissait. Puis elle a levé les yeux. « Nous devons parler de ce que tu as dit à ma sœur », a-t-elle dit. J'ai posé les sacs de course sur le comptoir. Je lui ai dit la vérité. Tu m'as fait passer pour horrible. Tu lui as dit que je t'avais acculé. C'est ce que tu as fait. Je t'ai posé une question dans notre couloir. Tu as envahi ma vie privée. Tu parlais de me faire craquer. Elle a détourné le regard. Tu sors le langage de son contexte. Quel contexte rend cela acceptable? Elle n'a pas répondu. J'ai commencé à ranger les courses. Des œufs, du pain, de la crème à café, un sac de mini-carottes. Aucun de nous ne les finirait. Elle a dit, tu ne comprends pas à quoi ressemble la prise de responsabilité. J'ai fermé le réfrigérateur. Alors explique-le. Tu dois faire le travail. Quel travail? Ses yeux ont brillé d'irritation. Tu vois,
c'est exactement le problème. Tu veux que je te serve tout sur un plateau. Tessa, je te demande ce qui ne va pas depuis 3 semaines. Et j'ai observé. Observé quoi? Si tu te soucies assez pour le découvrir par toi-même. J'ai appuyé mes 2 mains sur le comptoir et j'ai regardé le reçu de King Super. Il y avait nos articles habituels. De la nourriture pour chat, des bananes, de la pizza surgelée, du liquide vaisselle. Des objets si ordinaires pour une conversation si épuisante. J'ai dit, je ne fais plus ça ce soir. Elle a ricané. Bien sûr. Non, je suis sérieux. Je ne vais pas continuer à participer à des conversations où tu m'accuses en boucle et refuses de dire ce que tu veux. Elle s'est levée. Ce que je veux, c'est un leadership émotionnel. Qu'est-ce que cela signifie en comportement réel? Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. J'ai attendu. Rien. Alors j'ai dit, quand tu pourras répondre à cela clairement, j'écouterai. Puis j'ai pris mon ordinateur portable et je suis allé à la table de la cuisine. C'était la première fois que je ne la poursuivais pas quand elle s'éloignait. Le lendemain, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu alors que je mangeais un sandwich à la dinde du distributeur automatique à mon bureau. Salut Reed, tu ne me connais pas. Mon nom est Belle. Je suis une amie de Tess. Je pense que tu dois savoir quelque chose, mais je suis nerveuse de l'envoyer. J'ai regardé le message pendant un long moment. Ma première pensée a été que c'était un piège. Ma deuxième pensée a été que j'étais trop fatigué pour m'en soucier. J'ai écrit, de quoi s'agit-il? Quelques minutes ont passé. Puis, je fais partie d'un groupe privé de coaching relationnel en ligne que Tessa a rejoint. Je ne suis pas fier d'en avoir fait partie. Je pensais que c'était pour la confiance et les limites après ma rupture, mais Tessa publie des choses sur toi depuis des mois, et je pense qu'elle a beaucoup exagéré. Mon estomac s'est noué. Un autre message est arrivé. Elle suit un plan qu'ils appellent un mariage sans contact. J'ai fixé ces mots. Mariage sans contact. Belle a continué à taper. C'est essentiellement un retrait émotionnel au sein du foyer. Ne pas initier d'affection. Ne pas expliquer. Retarder les réponses. Dormir séparément. Le laisser devenir anxieux. Puis présenter un accord de réparation quand il est désespéré de réparer les choses. J'ai posé le sandwich. Mes mains étaient froides. Puis des captures d'écran ont commencé à arriver. Je ne les ai pas ouvertes tout de suite. J'ai juste regardé mon téléphone s'allumer encore et encore. Quand j'ai finalement touché la première image, j'ai vu la photo de profil de Tessa dans une conversation de groupe privé. La même photo qu'elle utilisait partout. Elle souriant dans une veste en jean à Red Rock. Son message disait, Reed est trop loyal pour partir. Il est mal à l'aise avec le silence, donc je pense que ça marchera si je reste constante. Une autre capture d'écran. Il n'arrête pas de demander ce qu'il a fait de mal. Je ne réponds pas parce qu'il a besoin de ressentir l'absence d'accès. Une autre. L'accord de réparation doit inclure la vente de la moto, mon ajout au compte d'épargne séparé, le remboursement de ma carte personnelle, et une thérapie uniquement avec quelqu'un qui comprend la sécurité féminine. Je ne veux pas d'un thérapeute ordinaire qui donnera raison aux deux côtés. J'étais assis là, dans mon bureau, tandis que le bruit de l'entrepôt grondait à travers le mur derrière moi. La moto était une Honda d'occasion que j'avais achetée avant notre mariage. Elle n'était pas sophistiquée. C'était la seule chose que j'avais gardée de mon ancienne vie quand tout le reste était devenu commun. Je la conduisais les week-ends d'où et la rangeais la moitié de l'année parce que le temps à Denver fait ce qu'il veut. Le compte d'épargne séparé datait aussi d'avant notre mariage. Il n'était pas caché. Tessa était au courant. C'était de l'argent que j'avais accumulé lentement, principalement grâce aux heures supplémentaires et à un petit héritage de mon grand-père. Nous avions des comptes joints pour les dépenses du ménage. C'était différent. La dette de sa carte de crédit personnel avait été un sujet sensible. J'avais proposé de l'aider à établir un plan de remboursement. Elle m'avait sèchement répondu de ne pas la surveiller. Et une thérapie uniquement avec un coach recommandé par le groupe. C'est à ce moment-là que le choc froid s'est transformé en quelque chose de plus stable. Pas de la rage, pas exactement, plutôt comme si mon cœur avait couru dans le noir pendant 3 semaines et que quelqu'un avait enfin allumé la lumière. Belle a envoyé un dernier message. Je suis désolé.
J'ai encouragé une partie de cela au début parce que je croyais sa version, mais quand elle a dit lors de l'appel que tu étais presque dressé, ça m'a semblé mal. Puis elle nous a dit qu'elle pourrait se présenter à ton travail si tu la bloquais pour montrer aux gens ce que tu lui faisais. Je ne voulais pas faire partie de ça. Je me suis levé si vite que ma chaise a heurté le mur du bureau. Jonah a levé les yeux. Tu vas bien? J'ai pris mon téléphone et j'ai essayé de parler normalement. Non. Il a étudié mon visage. Tu as besoin d'une minute. Peut-être 10. Je suis sorti et je suis resté près du quai de chargement dans le froid, relisant tout. Un camion a reculé avec un bip sourd. Quelqu'un a ri près de l'entrée de l'entrepôt. Mon téléphone semblait lourd dans ma main. Je voulais appeler Tessa immédiatement. Je voulais exiger des réponses. Je voulais envoyer des captures d'écran à Léora, à ses amis, à tous ceux qui pensaient que j'étais un mari émotionnellement négligent punissant sa femme pour avoir besoin d'espace. Au lieu de cela, je n'ai rien fait pendant 15 minutes. Puis j'ai appelé un avocat. Son nom était Miles. Il avait 48 ans, était calme, et avait l'énergie d'un homme qui avait entendu toutes les versions de la panique et n'avait pas l'intention de s'y joindre. Je l'ai trouvé grâce à la recommandation d'un collègue dont le divorce avait été calme et adulte, ce qui m'a soudain semblé être le gros lot. J'ai eu une consultation avec lui le lendemain après-midi. Son bureau était dans un immeuble banal avec de la moquette grise, des diplômes encadrés, et une réceptionniste qui parlait doucement comme si les gens arrivaient généralement là déjà embarrassés. J'ai tout expliqué. Le silence, la chambre d'amis, l'appel vidéo, le message de Léora, les captures d'écran de Belle, les demandes financières. Miles a écouté sans interrompre. Il a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a dit, premièrement, n'essayez pas de gagner une dispute émotionnelle. J'ai failli rire. C'est le seul genre qu'elle propose. Exactement. Ne participez pas. Il a tapoté son stylo une fois. Deuxièmement, gardez la communication ennuyeuse et factuelle. Écrite seulement si possible. Pas d'insultes, pas de longues explications, pas de messages à minuit, pas de déclarations dramatiques. Ça semble impossible. Ce n'est pas impossible. C'est juste inconfortable. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Il a continué, si vous avez l'intention de vous séparer, nous discutons de la logistique, du logement, des comptes, des biens communs, des obligations locatives. Si vous avez l'intention de vous réconcilier, vous avez toujours besoin de limites et d'un vrai conseiller agréé, pas d'un groupe privé sur Internet. Mais quoi que vous choisissiez, arrêtez de nourrir la performance. Cette phrase est restée avec moi. Arrêtez de nourrir la performance. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Tessa dans la cuisine en train de faire du thé comme si de rien n'était. Il y avait un bol dans l'évier avec des flocons d'avoine collés dessus. Le courrier était sur le comptoir, y compris un autre avis de l'association des propriétaires concernant les bacs de recyclage. Elle ne m'a pas regardé. Je suis monté, j'ai préparé un petit sac de voyage, et je suis redescendu. Ça a attiré son attention. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Chez Jonah ce soir. » Son visage a changé. « Pourquoi » ? J'ai besoin d'espace. L'ironie a flotté entre nous. Ses yeux se sont plissés. Alors maintenant tu me copies. Non. Alors qu'est-ce que c'est ? Une limite. Elle a ri une fois, un rire sec et sans humour. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Pendant des semaines, j'avais cherché sur son visage la femme que j'avais épousée, et elle était toujours là, en morceaux. La pente familière de ses épaules, la petite cicatrice près de son menton d'un accident de vélo d'enfance, la façon dont elle tenait sa tasse à deux mains quand elle était nerveuse. Cela rendait les choses pires, pas meilleures. J'ai dit, Tessa, à partir de maintenant, les questions pratiques peuvent passer par courriel. Si tu veux discuter du mariage, ce doit être avec un conseiller agréé sur lequel nous sommes tous les deux d'accord, ou par l'intermédiaire d'avocats, si c'est là que ça mène. Je ne participe plus aux tests silencieux, à la pression publique, ou aux accords de réparation de la part d'inconnus en ligne. Sa tasse s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. De quoi parles-tu ? Je suis au courant pour le groupe. Pour la première fois depuis des semaines, elle a semblé vraiment prise au dépourvu.
Quel groupe? Je n'ai pas répondu. Sa voix a légèrement monté. Quel groupe, Reed? J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un dernier texto alors que j'étais debout dans la cuisine. Tessa, je communiquerai sur les questions pratiques du ménage par écrit, par courriel. Je ne continuerai pas les conversations qui impliquent des insultes, de la pression, ou des tiers. Je prends de l'espace ce soir. S'il te plaît, ne contacte pas mon lieu de travail et n'implique pas mes collègues. Puis j'ai bloqué son numéro. Ma main a tremblé après l'avoir fait. Non pas parce que je pensais que c'était mal, mais parce qu'une partie de moi s'attendait encore à ce que le monde me punisse pour ne pas être disponible. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Jonah avec mon sac de voyage sur le siège passager. Il vivait dans un T2 près de Centennial, et son salon avait exactement 2 chaises, une télévision sur un support, et une pile de menus à emporter qu'il insistait être un système de classement. Il a ouvert la porte et a regardé mon sac. Le canapé est terrible, a-t-il dit. La couverture est propre. Pas de questions avant que tu manges. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait dite depuis des jours. Le matin, Tessa avait trouvé d'autres moyens de contourner le blocage. Il y avait un courriel avec pour objet « Tu ne peux pas simplement disparaître de la vie de ta femme ». Puis une demande de message sur Instagram. Puis un appel d'un numéro inconnu. Puis un texto de Léora. Tessa est hystérique. Que as-tu fait? J'ai transféré à Léora 3 captures d'écran. Pas 20. Pas tout le dossier. Juste assez. Une où Tessa écrivait que j'étais trop loyal pour partir. Une où elle mentionnait me rendre assez désespéré pour accepter l'accord. Une avec la liste des demandes. Puis j'ai écrit, je ne te demande pas de prendre parti, mais tu devrais savoir qu'il y a plus que ce qu'on t'a dit. Léora n'a pas répondu pendant 6 heures. Au travail, j'ai parlé à ma responsable, Daphné. Daphné avait 44 ans et dirigeait notre service avec une efficacité calme et pragmatique qui faisait que les gens se redressaient quand elle passait. Elle avait traversé un divorce des années plus tôt, et les rumeurs de bureau disaient que cela avait affecté sa carrière pendant un certain temps parce que son ex n'arrêtait pas de mêler des problèmes personnels aux espaces professionnels. Pour cette raison, Daphné avait des limites strictes concernant les drames au travail. Je suis entré dans son bureau et j'ai fermé la porte à moitié. Je dois vous dire quelque chose d'embarrassant, ai-je dit. Elle a levé les yeux de son écran. C'est rarement la meilleure entrée en matière, mais allez-y. J'ai expliqué aussi brièvement que possible que ma femme et moi avions de graves problèmes personnels et qu'il y avait une chance que Tessa contacte le bureau. L'expression de Daphné n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux se sont aiguisés. A-t-elle menacé de venir ici? Pas directement à moi. Quelqu'un m'a prévenu qu'elle l'avait mentionné. Vous sentez-vous en danger? Non, je ne pense pas qu'elle ferait quoi que ce soit de physique. Je pense qu'elle pourrait essayer de créer une scène. Daphné s'est penchée en arrière. Alors voici ce qui va se passer. L'accueil ne laissera pas passer de visiteurs personnels sans approbation. Si elle apparaît, la réception m'appelle. Vous ne la rencontrez pas seule. Vous ne vous disputez pas dans le hall. Compris? Ma gorge s'est serrée. Compris. Et Reed. Oui. Vous n'êtes pas la première personne dont la vie privée a essayé de la suivre au travail. Gérez cela professionnellement ici. Gérez cela légalement là-bas. J'ai hoché la tête. Cet après-midi-là, Jonah m'a envoyé un message Slack à 3 mètres de distance. Jonah, tu es vivant? Moi, défini vivant. Jonah, respire et ne réponds pas au débat. Moi, à peine. Jonah, ça compte. À ce moment-là, le ton des messages de Tessa avait changé. Les premiers courriels étaient polis. Je suis profondément préoccupé par le fait que tu choisisses l'évitement plutôt que la réparation. Bloquer ta femme pendant une détresse relationnelle est émotionnellement irresponsable. Puis ils sont devenus plus acerbes. Tu prouves toutes les craintes que j'avais. Tu te soucies plus du contrôle que de la connexion. Puis désordonné. Reed, réponds-moi. Ce n'est pas drôle. Tu n'as pas le droit de simplement m'exclure. Puis suppliant. S'il te plaît, j'ai peur. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à presque aucun. Quand je répondais, j'entendais la voix de Miles. Ennuyeux et factuel.
J'ai donc écrit, je suis en sécurité. Je discuterai du bail, des factures et des prochaines étapes par courriel. Je ne suis pas disponible pour des conversations émotionnelles en dehors d'un cadre professionnel. Elle a répondu 6 minutes plus tard, un cadre professionnel? Je suis ta femme, pas un litige commercial. Je n'ai pas répondu. C'était la première fois que le silence semblait différent. Pendant des semaines, le silence avait été quelque chose utilisé contre moi, comme une porte verrouillée à laquelle je devais continuer de frapper. Maintenant, c'était juste de l'espace. Un espace triste, mais de l'espace. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon travail. C'était un jeudi matin. Je m'en souviens parce que les jeudis étaient le jour où l'équipe de l'entrepôt faisait les ajustements d'inventaire, ce qui signifiait que le bureau était toujours plus bruyant que d'habitude. Des chariots élévateurs bipaient derrière le mur. Quelqu'un avait brûlé du popcorn dans le micro-ondes de la salle de pause. J'avais une feuille de calcul ouverte et je venais de réaliser qu'une expédition de champs chirurgicaux était manquante de 6 caisses. Mon téléphone de bureau a sonné. J'ai décroché. Ici Reed. C'était la réceptionniste, Marcy. Sa voix était prudente. Salut, Reed. Ta femme est là. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé à travers le mur de verre vers le bureau de Daphné. Elle était déjà debout. Marcy devait l'avoir appelée en premier. D'accord, ai-je dit. Marcy a baissé la voix. Elle est bouleversée. Bien sûr qu'elle l'était. Daphné est apparue à côté de mon bureau moins de 30 secondes plus tard. Salle de conférence? Ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. Le hall. Assez public pour décourager l'escalade, assez privé si nous parlons à voix basse. Je serai présente. Jonah a levé les yeux de son bureau. Son expression disait, reste calme. Mes jambes semblaient étranges alors que je marchais dans le couloir avec Daphné. Pas faible exactement, plutôt comme si mon corps voulait se précipiter, s'excuser, réparer, apaiser, expliquer. Les vieilles habitudes sont tenaces. Le hall avait des portes en verre, un bureau d'accueil, 2 chaises grises, et une petite table avec des brochures d'entreprise périmées. Tessa se tenait près du bureau de la réception dans un manteau de couleur crème, ses cheveux lâches autour de son visage, les yeux rouges. On aurait dit qu'elle avait beaucoup pleuré. Quand elle m'a vu, elle a fait 2 pas en avant. Reed. Je me suis arrêté à quelques mètres. Daphné se tenait légèrement derrière moi, sans se cacher, sans être envahissante. Tessa lui a jeté un regard. Sérieusement, tu as amené ta responsable. J'ai gardé ma voix basse. C'est mon lieu de travail. Daphné est là parce que ce n'est pas un endroit approprié pour une confrontation personnelle. Le visage de Tessa s'est décomposé. Je suis ta femme. Je sais que tu m'as bloqué. Je t'ai dit comment me contacter pour les questions pratiques. Ses yeux se sont tournés vers Marcy qui était soudainement très intéressée par son écran d'ordinateur. La voix de Tessa s'est élevée juste assez pour porter. Il m'a abandonné pendant une crise. Daphné a dit calmement, Tessa, nous ne discuterons pas de détails privés dans notre hall. Vous devez baisser la voix. Tessa l'a ignoré et m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Comment peux-tu être aussi froid? J'ai senti l'attraction familière, la culpabilité, la panique, l'envie de dire je suis désolé juste pour faire cesser la scène. Mais ensuite, je me suis souvenu des captures d'écran. Il est presque dressé. Il va bientôt craquer. J'ai pris une inspiration. Tessa, je ne vais pas discuter de notre mariage ici. Tu dois partir. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Alors c'est tout. Tu me punis par le silence, puis tu te caches derrière ta patronne. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de participer à un plan que tu as admis à des étrangers être conçu pour me faire craquer. Ses larmes se sont arrêtées presque instantanément. C'était subtil, mais Daphné l'a vu. Je sais qu'elle l'a vu parce que ses yeux sont passés du visage de Tessa au mien. Tessa a dit doucement, ne fais pas ça. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai les captures d'écran, les messages de groupe, l'accord de réparation, la partie où tu as dit que j'étais trop loyal pour partir, la partie où tu prévoyais d'utiliser ma réaction comme preuve que je devais vendre ma moto, t'ajouter à mon épargne, et payer ta dette personnelle. Marcy a cessé de taper.
La bouche de Tessa s'est ouverte, puis s'est refermée. C'était privé, a-t-elle dit. C'était notre mariage, ai-je répondu. Son visage a rougi. Tu m'humilies. Je réponds à l'accusation que tu as faite sur mon lieu de travail. Daphné s'est avancée légèrement. Tessa, cette conversation est terminée. Vous devez quitter le bâtiment maintenant. Tout contact ultérieur avec Reed dans ce bureau sera documenté. Tessa a regardé Daphné, puis m'a regardé à nouveau. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait s'adoucir, pas s'excuser exactement, mais peut-être réaliser la ligne qu'elle avait franchie. Au lieu de cela, elle a murmuré, « Tu veux vraiment que tout le monde pense que je suis folle ?» Je me suis senti triste alors, pas en colère, juste profondément, profondément triste. Non, ai-je dit. Je voulais que ma femme me parle avant qu'elle ne transforme notre mariage en un test. Ça a fait mouche. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Mais c'était différent cette fois. Moins de performance, plus de panique. Reed, s'il te plaît. Pouvons-nous juste sortir? Non. 5 minutes. Non. Tu fais une erreur. Peut-être, ai-je dit, mais je la fais calmement. Daphné a regardé vers la porte. Tessa. Tessa est restée là quelques secondes de plus, puis a essuyé son visage avec sa manche et est sortie. Le hall est resté silencieux après que les portes en verre se sont refermées derrière elle. Marcy m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui voulait être gentil mais aussi retourner à un jeudi normal. Daphné a dit, mon bureau. Je l'ai suivi. Elle a tout documenté. Heure d'arrivée. Ce que Tessa a dit, ce que j'ai dit, que Tessa a été priée de partir et l'a fait. Elle est restée professionnelle, ce qui m'a fait me sentir à la fois protégé et embarrassé. Quand je suis retourné à mon bureau, Jonah avait laissé un paquet de bretzels du distributeur automatique à côté de mon clavier. Un message Slack est apparu. Jonah, tu ne l'as pas poursuivi. C'est important. J'ai regardé ce message plus longtemps que prévu. Plus tard cet après-midi-là, Léora a appelé. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. Puis elle a envoyé un texto. J'ai tout lu. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Je l'ai cru parce que c'est ma sœur, mais elle a omis beaucoup de choses. Je n'aurais pas dû t'accuser. C'étaient les premières excuses que je recevais de quiconque dans le cercle de Tessa. J'ai répondu. Merci de dire ça. Je n'essaie pas de monter les gens contre elle. J'ai juste besoin que la vérité existe quelque part en dehors de ma tête. Léora a répondu, c'est le cas maintenant. Belle m'a également envoyé un message ce soir-là. J'ai quitté le groupe. Quelques autres personnes aussi, après que j'ai posé des questions. Je suis vraiment désolé, Reed. Je sais que ça ne répare rien. Elle avait raison. Ça ne réparait rien, mais c'était important. Les jours qui ont suivi la scène au travail ont été étranges. Tessa semblait passer par toutes les versions possibles d'elle-même. La Tessa en colère a envoyé un courriel. Tu as utilisé des informations privées comme une arme contre moi. La Tessa formelle a envoyé un courriel. Nous devons planifier une conversation de réparation structurée avec une partie neutre. La Tessa désespérée a envoyé un message via Instagram. S'il te plaît, dis-moi juste où tu loges. La Tessa douce a envoyé d'un nouveau numéro. Miso me manque. Nous me manquons. Je pense que je me suis laissé emporter. Celui-là a fait le plus mal parce que c'était probablement ce qui se rapprochait le plus de la vérité. Elle s'était laissée emporter. Mais le problème était qu'elle s'était laissée emporter avec ma confiance entre ses mains. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je coordonnerai l'accès à la maison et les soins pour Miso par courriel. J'avance avec une séparation. S'il te plaît, ne contacte plus mon lieu de travail. Elle a répondu. Alors tu choisis la paperasse plutôt que le mariage. Je n'ai pas répondu. Miles m'a aidé à comprendre la situation du bail, les comptes partagés, et à quoi ressemblerait une séparation. Il n'y a pas eu de moment dramatique au tribunal. Pas de grande vengeance, juste des formulaires, des courriels, des relevés bancaires, et des décisions pratiques qui semblaient trop petites pour la taille du deuil. J'ai trouvé un appartement à court terme près du travail.
Il était plus petit que je ne le voulais et plus cher qu'il n'aurait dû l'être parce que Denver aime vous rappeler que respirer à l'intérieur coûte un supplément. Le bâtiment sentait légèrement la peinture fraîche et le curry de quelqu'un d'autre. La cuisine avait un tiroir qui coinçait. La chambre à coucher contenait à peine un matelas et une table de nuit bon marché, mais c'était calme. Pas un silence froid, pas un silence de punition, juste calme. La première nuit là-bas, j'ai dormi sur un matelas par terre parce que le cadre n'était pas encore arrivé. J'ai mangé des sushis de supermarché dans un contenant en plastique, bu de l'eau du robinet dans une tasse à café, et utilisé un sweat à capuche plié comme oreiller supplémentaire. Je m'attendais à me sentir triomphant. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatigué, reconnaissant, triste, soulagé, coupable d'être soulagé. Miso est resté à la maison au début parce que le déménager immédiatement aurait créé plus de conflits, mais je lui rendais visite quand Tessa n'était pas là et j'ai arrangé un horaire par courriel. Même le chat semblait confus. Il se promenait de pièce en pièce comme s'il cherchait la version de la maison qui existait autrefois. La chambre d'amis était en désordre quand je suis retourné chercher plus de vêtements. Des canettes d'eau pétillante vides sur le bureau. Une couverture enroulée sur le lit. Un cercle de poussière là où son ordinateur portable était habituellement posé. Sur le mur, il y avait encore une photo encadrée d'un week-end que nous avions passé à Boulder la 2e année de notre mariage. Nous étions debout devant un panneau de sentier, tous les deux plissant les yeux au soleil, souriant comme des gens qui n'avaient aucune idée à quel point ils devraient un jour travailler dur juste pour se parler gentiment. J'ai décroché la photo et je l'ai mise dans un tiroir. Non pas parce que je la détestais, mais parce que je ne pouvais pas continuer à passer devant un souvenir en emballant des preuves. Tessa n'a pas été détruite par ce qui s'est passé, et je ne veux pas prétendre qu'elle l'a été. Elle a eu des conséquences, pas la ruine. Certains amis ont pris leur distance. Léora a cessé d'agir comme sa messagère. Belle a quitté le groupe et a apparemment raconté aux autres ce qui s'était passé. Le cercle de coaching privé a fait ce que ces espaces font souvent lorsqu'ils sont contestés. Ils ont tout recadré comme de la trahison et de la résistance à la croissance. Tessa a essayé de dire « j'ai mal compris ». Puis elle a essayé de dire « tout le monde a mal compris ». Puis finalement, dans un courriel envoyé à 1h43 du matin, elle a écrit « je pensais que si tu avais peur de me perdre, tu me montrerais enfin que je comptais ». J'ai lu cette ligne plusieurs fois. C'était la tragédie de la chose. Je pense que quelque part sous le contrôle, les scripts et les exigences, il y avait probablement une peur réelle. Peut-être qu'elle se sentait invisible. Peut-être qu'elle voulait être rassurée. Peut-être qu'il y avait des conversations que nous aurions dû avoir des années plus tôt, quand le ressentiment était encore assez petit pour tenir dans nos mains. Mais elle n'a pas demandé à être rassurée. Elle a construit un test que je ne savais pas que je passais, m'a puni pour avoir échoué à des règles qu'elle n'a jamais énoncées à voix haute, et a appelé ça de l'amour. J'ai répondu le lendemain matin, je suis désolé que tu te sois senti comme ça. J'aurais parlé du sentiment d'être invisible. Je n'accepterai pas d'être manipulé comme preuve de dévotion. Ce fut l'un des derniers messages émotionnels directs que je lui ai envoyés. Une semaine plus tard, j'ai signé le bail du petit appartement près du travail. Le bureau de location avait une fausse plante, un bol de bonbons, et une imprimante qui a coincé 2 fois avant de produire les documents. La femme qui m'aidait s'est excusée comme si l'imprimante l'avait personnellement offensée. J'ai signé mon nom page après page. Quand je suis entré dans l'appartement par la suite, la lumière du soleil traversait les stores en fines rayures blanches. Il y avait des boîtes empilées contre le mur, une table pliante dans la cuisine, une seule casserole sur la cuisinière, du café, des filtres, et une tasse sur le comptoir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Pendant quelques secondes, je ne savais pas où j'étais. Puis j'ai entendu le bourdonnement du réfrigérateur, le faible bruit de la circulation à l'extérieur, et rien d'autre. Pas de porte se fermant dans le couloir, pas de téléphone vibrant sur une table de nuit, pas de silence attendant de me punir. J'ai fait du café et je suis resté pieds nus dans la cuisine pendant qu'il infusait. Le café était médiocre parce que j'avais acheté le moins cher, mais il était chaud et personne n'utilisait ma réaction pour mesurer ma loyauté. À 8h06, un courriel de Tessa est arrivé, objet, vraiment. Le message tenait en une ligne. Tu as vraiment choisi le silence plutôt que ta femme. Je l'ai regardé en tenant mon café. Pendant longtemps, cette phrase aurait fonctionné sur moi. J'aurais répondu.
J'aurais expliqué que je ne choisissais pas le silence, que je l'aimais, que je voulais que les choses s'améliorent, que j'étais blessé aussi, que je n'avais jamais eu l'intention de l'abandonner. J'aurais écrit des paragraphes pour essayer de prouver que je n'étais pas l'homme qu'elle avait décrit à d'autres personnes. Mais ce matin-là, dans ce petit appartement avec des boîtes encore non déballées et la lumière du soleil sur le sol, j'ai compris quelque chose clairement. Elle pensait toujours que les limites étaient une punition. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le courriel, pris une douche, me suis habillé, et j'ai conduit au travail. Mon pare-brise avait de nouveau du givre, et cette fois j'avais acheté un vrai grattoir. Au bureau, Jonah m'a vu entrer et a levé sa tasse de café. « Tu te souviens de la tienne aujourd'hui ?» J'ai levé ma tasse de voyage. Progrès. Daphné est passée quelques minutes plus tard et m'a fait un bref signe de tête. Pas de pitié, pas de commérage, juste une reconnaissance. Ma feuille de calcul était toujours en désordre. Les expéditions étaient toujours en retard. Le café du bureau avait toujours un goût de carton brûlé. La vie n'est pas devenue belle du jour au lendemain, mais elle est devenue calme d'une manière où je pouvais respirer. Je n'ai pas coupé le contact pour blesser Tessa. Je ne l'ai pas bloqué parce que j'ai cessé de m'en soucier en un instant dramatique. Je l'ai fait parce que j'ai finalement compris que l'amour ne peut pas survivre en tant que jeu de devinette. Et la paix ne vient pas en suppliant quelqu'un de vous traiter comme une personne. Parfois, la paix est juste un petit appartement, une tasse de café bon marché, un téléphone qui reste silencieux, et la décision de ne plus frapper à une porte verrouillée.